Bienvenue dans Health Drive. Je m'appelle Laurie. Et je suis Marie-Claude. En duo mère-fille, on plonge dans le développement personnel. On parlera de psychologie, de motivation, de santé en vous transmettant des connaissances et des conseils concrets basés sur la science et sur nos propres expériences de vie. Préparez-vous à des conversations profondes, à rire, à vous sentir boosté dans tous les domaines de votre vie. Ready to shine? Let's go! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Simoneau-Gagnon, alias Mathieu du Second Cup. On va vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective au masculin et de vulnérabilité masculine. Alors, Mathieu, c'est quoi ta mission dans la vie? On va commencer par ça. Puis après ça, on va expliquer pourquoi tu es rendu ici avec nous pour faire l'épisode de podcast dans ma cuisine. Parce qu'il y a quand même une histoire à raconter. Exactement. Puis ma nouvelle mission de vie, je pourrais dire ma nouvelle mission de vie parce que suite à une démarche thérapeutique des dernières années, bien, je me suis donné d'autres objectifs que ma carrière professionnelle. Puis là, j'aimerais beaucoup faire de la relation d'aide avec les hommes en difficulté. Wow! Alors, ma deuxième portion de carrière, j'aimerais vraiment m'investir là-dedans. Fait que c'est ce que je fais. Je fais des cours à temps partiel pour justement me perfectionner et puis éventuellement devenir un éducateur émotionnel. Oh, Hey, ben, c'est une belle surprise! Je n'étais pas au courant de ça. Hey, on pourra en reparler plus. Moi, je savais un peu. Tu savais? Un petit peu. OK, ben moi, je ne savais pas J'en avais glissé un petit mot à Laurie lorsque je l'ai consulté. Mais c'est ça, le projet est embryonnaire, mais il est amorcé. Ah, OK. Bon, je n'étais pas au courant. Bien contente d'apprendre ça. OK? Hey, éducateur émotionnel. Ah, c'est tellement bien dit. Me vois dire, OK, beaucoup de monde, là, va donc. Prendre des petits cours d'éducation émotionnelle, toi, là. Oui, c'est intéressant, hein? C'est intéressant. Oui, Puis, bien, c'est bien dit. Vraiment. ben, dans le fond, parce que si j'ai pas le titre d'un psychologue, si j'ai pas le titre d'un travailleur social, puis je veux pas dire que je suis un coach de vie. Là. Ça me tente pas pantoute. OK. Alors, m'afficher comme un éducateur émotionnel, un futur éducateur émotionnel, ben, je pense que c'est juste. Ouais, c'est parfait. Vraiment. C'est parfait. J'adore. Mathieu, je veux que tu nous expliques, que tu racontes comment ça a commencé ton aventure avec nous. Ben là, je dis nous parce que là, je suis inclus là-dedans. Mais comment ça a commencé au début? Comment tu as pris contact, dans le fond, avec Laurie, avec le podcast aussi? Fait que raconte-nous ça parce que c'est vraiment intéressant. L'année dernière, j'étais sur TikTok, puis à répétition, je voyais les vidéos de Laurie. Puis je trouvais ça tellement intéressant, puis je les partageais à mes amis de gars, mes amis de filles. Je trouvais que c'était une jeune femme super intéressante qui amenait une autre dimension des relations de couple, des relations humaines, puis elle présentait ça d'une manière différente. Fait que j'écoutais ça très régulièrement. Je commentais même, je la félicitais pour ce qu'elle faisait sur ses TikTok. Puis je savais qu'elle était à Québec parce qu'elle faisait souvent des clips à Cap-Rouge en bas du Tracel. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai dit, elle est proche de chez moi, puis tout ça. Puis à un moment donné, un matin, j'arrête au Second Cup à Sainte-Foy. Puis, et de là, ton nom, ton alias. Exactement, mon surnom, Mathieu du Second Cup. Et puis, j'aperçois Laurie qui est en avant de moi. Puis je pense que c'est elle, mais je suis pas tout à fait certain. Alors, lorsqu'elle a fini de payer, je me permets de l'aborder de façon délicate en lui demandant. Puis là, elle me sourit, on a commencé à jaser. Et puis, on s'est revus 2-3 fois après. À un moment donné, on s'est même assis ensemble pour prendre un café quelques minutes. On a eu une discussion super intéressante. Puis, j'ai même consulté. J'ai consulté Laurie l'été passé. J'avais besoin d'une mise à jour. Et puis, j'ai pris un rendez-vous avec elle. Puis, ça s'est avéré très positif. On a réglé beaucoup de choses en 1 heure. J'ai adoré ma rencontre. Puis j'écoute votre podcast régulièrement. Je continue à suivre les TikTok. Puis c'est de même que j'ai fait ma rencontre avec Laurie. OK. Puis là, la rencontre avec moi, raconte ça. Parce que moi, je peux peut-être... Oui, non, ça n'a pas de bon sens. Sérieusement, là, c'est... Puis je t'avais écrit un mot, d'ailleurs, parce que tu faisais des podcasts avec Laurie. Oui.
Fait que je m'étais permis de t'envoyer un mot comme de quoi tu avais créé un bel être humain, puis j'avais écrit quelque chose comme ça. Puis j'avais beaucoup aimé ta réponse, super gentille, tu avais apprécié d'ailleurs, mais moi, je te connaissais, on ne s'était jamais rencontrés en personne. Non. Puis il y a à peu près 3 semaines, je vais au CHUL pour des examens, puis je t'aperçois dans le corridor. La fille au second cup, puis toi au CHUL. Puis je suis allé te parler. Puis là, on a discuté ensemble. Puis tu as dit, écoute, on pourrait aller prendre un café pour regarder si on pourrait faire quelque chose éventuellement. Exact. On est allé prendre un café, puis écoute... on a sorti un paquet d'idées. En tout cas, il va avoir, c'est ça. Il va y avoir quelque chose de bon qui va sortir de ça. C'est déjà parti. Mais moi, je le voyais dans le corridor, il me regardait. Puis là, je me disais, voyons, pourquoi il me regarde de même, lui? Puis là, dans ma tête, je me disais, voyons, je le connais-tu? Puis là, je me disais, pourtant, je ne l'ai pas croisé dans ma vraie job de 40 heures semaine. Non, il ne fit pas avec le profil, pas en tout. Mais souvent, je me fais dire que, parce que je souris peu, à ce qui paraît, je me fais dire que j'ai de l'air bête. Fait que des fois, je regarde quelqu'un, puis je veux entrer en communication avec, puis la personne me dit « Ah, t'as de l'air froid, t'as de l'air bête », mais c'est pas du tout. C'est genre l'expression faciale qui est pas super expressif, avec des sourires et tout ça. Non, là, mais je suis pas bête du tout. Là. C'était pas ça. Là. Je cherchais dans ma mémoire comment j'étais... Tu sais, si j'avais eu une interaction professionnelle avec toi, je cherchais, puis je trouvais pas. Puis là, c'est quand tu es venu me parler, j'ai fait « Ah, OK, c'est pour ça. » Bon, et voilà. En tout cas, c'est assez curieux. Puis là, on en arrive aujourd'hui ici à jaser de dépendance affective au masculin ensemble et de vulnérabilité. Hey Mathieu, j'aimerais ça que on fasse une petite parenthèse avant d'aller plus loin. J'allais oublier ça. Le mythe par rapport au coaching avec Laurie que tu nous parlais tantôt, je trouvais ça intéressant. Ce que je vous disais à micro fermé, que je vais répéter là, ça va me faire plaisir, c'est que je posais la question à Laurie, sa clientèle cible, c'était certainement pas des hommes comme moi, de 50 ans, qui allaient consulter une jeune femme. Puis même autour de moi, lorsque j'ai dit ça, parce que j'en ai parlé à tous mes amis masculins et féminins, que j'avais eu une consultation, puis je partage souvent aussi les TikTok de Laurie. Alors, mon entourage proche connaissent son existence, connaissent ce que vous faites, puis ils trouvent ça très intéressant. Mais d'avoir dit que j'avais pris une consultation avec toi, les gens, ils trouvaient ça un peu curieux, étant donné la différence d'âge. Puis je pense que c'est, au niveau des gars, c'est de l'ego masculine mal placé, dans le sens que on va vouloir peut-être plus aller avec un thérapeute gars, mais moi, je démontre ça, là. De toute façon, moi, je suis convaincu que la femme peut nous apporter beaucoup en thérapie, même plus qu'un homme. Moi, j'ai toujours préféré avoir une thérapeute féminine. Je trouve que c'est au niveau de l'intelligence émotionnelle, au niveau des idées, surtout pour les relations de couple, on peut établir quelque chose de différent. La vision féminine est importante. Alors, j'ai pris une consultation avec Laurie et j'ai adoré ma consultation. Elle est très professionnelle, très aidante. Puis en une rencontre, je suis ressorti avec plein de solutions puis plein de réponses à mes questions. On n'a pas étiré ça sur 30 rencontres. Alors, ça a été super, super intéressant. Puis, je vais répéter au besoin sans aucun doute. Là, puis, merci, ça a été très bénéfique. C'est quoi la situation qui t'a amené à consulter? Parce que, entre guillemets, ce que j'ai compris, c'est que c'est une situation de love bombing. Yes, exactement. Je le dis-tu bien? Oui. Ouais? Oui, OK. c'est exactement ça. Tu veux-tu en parler de cette situation-là? Un classique, là. Un classique, oui. OK. Parce que moi, je connais des femmes qui ont vécu ça. Puis, tu sais, je connais les histoires, c'est très clair, c'est du love bombing, tout ça. Mais j'ai jamais eu un homme qui m'a raconté une histoire de love bombing. J'ai pas connu ça dans mon entourage. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir ta perspective là-dessus. Ça va me faire plaisir de vous le raconter. On rentre dans un sujet qui a été très émotif, qui l'est encore aussi, parce que dans ma vie, ça m'est pas arrivé souvent de vivre une situation comme ça. OK. C'est encore une fois quelque chose d'un peu drôle. La rencontre a eu lieu, on était sur Facebook Rencontre. Bien, dans le fond, ça a commencé sur TikTok.
OK. Parce que la femme en question est une TikTokeuse que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait au niveau des capsules humoristiques. Et puis, moi, j'ai pris contact avec elle. Puis, honnêtement, là, je la trouvais super belle, super charismatique. Puis, je lui ai dit dans un message privé que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, j'aimais beaucoup son humour. Puis, elle me passait un interrogatoire parce que, bien évidemment, elle a plusieurs hommes qui la sollicitent étant sur TikTok. Puis, ça a commencé comme ça. Puis, après ça, on a eu une rencontre quand même assez rapidement. Puis, lorsque je l'ai rencontrée à la marina de Cap-Rouge, les deux genoux me claquaient ensemble. Ça, c'était pas les ovaires qui claquaient ensemble, c'était Non, les genoux. c'était les genoux. Je tremblais comme une feuille. Ben voyons. J'étais complètement hypnotisé par elle quand elle est arrivée. Puis, on s'entend pour dire que c'est pas un mannequin, là. Moi, j'aime les femmes charismatiques, puis j'ai une tendance à aimer les femmes bohèmes qui sont pas maquillées, qui ont un style un peu marginal. C'est ce qui me plaît, moi. Je me considère sapio, puis c'est vraiment une connexion qu'on a eue, une fausse connexion intellectuelle qu'on a eue qui m'a complètement séduit chez elle. Alors, on a eu une première rencontre qui a duré 2 heures. On a parlé, on est rentré tout de suite dans notre intimité personnelle. Elle me confiait des choses qu'elle avait supposément pas confiées à personne avant moi. Je vois Laurie là, qui hoche la tête. Et puis là, il s'est installé une situation là, de comme, je dirais, de fusion. OK. De En fusion 2 heures? instantanée. Oui, OK. absolument. Une fusion instantanée. Après, je suis allé la reconduire à sa voiture, puis on s'est fait un câlin d'à peu près 15 minutes. Puis, je voulais pas décoller. Écoute, on parle d'un homme mature qui va avoir 50 ans en juin, qui a complètement perdu ses repères lors de cette rencontre-là, là, qui était, je pense, revenu à l'étape d'un adolescent avec ses sentiments qui étaient genre, j'ai jamais connu l'amour, entre parenthèses, c'en était pas, là. J'ai jamais connu l'amour avant elle. C'est extraordinaire ce qui m'arrive. Là, après ça, il y a eu plusieurs rencontres. On s'est revus. Puis à chaque fois, c'était totalement exceptionnel. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça dépassait tout entendement. Je vais te donner un exemple. Cette personne-là retenait tout ce que je disais. OK. Exemple. Admettons, elle me disait c'est quoi ton dessert préféré? Ben moi, je disais, admettons, les carrés aux dattes, tu peux m'en donner. Si tu me donnes ça, moi, je suis prêt à marcher à genoux pour toi. Puis je faisais des blagues comme ça. Mais le lendemain, j'avais des plats Tupperware de carrés aux dattes. Des plats Tupperware? Oui. OK. Oui, pour que j'en congèle. Après Tout ça, je trouve que tu manges pas assez. Tu es toujours sur la route me faire mes repas. Après ça, c'est mon anniversaire. Écoute, elle me fait une soirée VIP en me disant t'es 49 ans, tu vas t'en souvenir le reste de ta vie. Et je vais probablement m'en souvenir le reste de ma vie. Oui. Oui? Ah oui. Oui, effectivement. Mais c'était quoi, genre? Ben, je suis arrivé là. Mon souper était prêt. Ouais. Puis c'était le souper que je préfère. J'avais une carte, j'avais un cadeau. Et puis, la seconde partie de la soirée, c'était une soirée sexuelle. Parce que notre sexualité était très intense aussi. Donc, il y a eu une soirée sexuelle là, de compris dans le cadeau de fête. Et puis, c'était totalement extraordinaire, là. On avait une fusion incroyable. On pouvait s'embrasser, se regarder passionnément pendant des heures. Mais tout ça, c'est pas normal. Là, aujourd'hui, je le vois. Là, je te parle de ça au passé comme étant une situation exceptionnelle. Mais avec recul, je vois que c'était pas normal. Puis, il y a eu beaucoup de souffrance à travers ça parce que moi, je voulais l'exclusivité. Cette personne-là la voulait pas. Puis moi, dans ma tête, je voulais, en tant que dépendant affectif, je voulais la convaincre que j'étais bien pour elle, qu'on pourrait
qu'on pourrait faire notre vie ensemble. Écoute, moi, j'ai rêvé me marier avec elle en 2 mois. Là. J'ai rêvé d'avoir des enfants avec elle. Puis, écoute, j'étais complètement parti ailleurs. Là, tu sais, c'est vraiment une situation de love bombing là, incroyable. Là. Après ça, j'ai dû mettre fin à la relation parce que j'étais en train de m'auto-détruire là-dedans. Alors, j'ai décidé de couper tous les ponts. Puis ça a été excessivement douloureux de faire ça. Mais je l'ai fait, puis je ne suis pas revenu en arrière. Ce qui est quand même exceptionnel, hein, parce que de prendre cette décision-là, malgré toutes ces grosses émotions-là, c'est pas facile. Mais tout le monde est capable de faire ça. Quand tu dis t'auto-détruire, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, premièrement, j'avais arrêté de manger. J'avais plus faim, je faisais de l'anxiété, je dormais plus. Je m'imaginais qu'elle était avec un autre, puis c'est arrivé qu'elle est allée avec d'autres, puis je l'ai su après. Je me sentais pas bien là-dedans. J'étais... Parce que moi, je veux une relation monogame basée sur la confiance. Moi, je suis pas un polyamoureux, puis je suis peut-être pas à mode, puis je suis pas un gars qui triche sa blonde. Fait que j'aurais aimé ça avoir une relation comme ça. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que je me battais pour avoir une relation comme ça quand elle voulait pas ça. C'est une erreur que j'ai faite. Puis malgré la thérapie que j'avais faite de plus d'1 an, ben, j'ai eu comme, entre parenthèses, une rechute. Parce que dans le fond, je le savais que c'était pas sain. Mais je suis embarqué là-dedans pareil. Comme je te disais tout à l'heure, comme je vous disais toutes les deux, l'être humain, des fois, a parfois le don de se pousser dans le gouffre quand il sait que c'est le gouffre, mais il va y aller pareil pour tester en espérant que ça ne soit pas le gouffre, mais il sait qu'à 99%, ça va être le gouffre. C'est ça. Exact. Puis, comment, tu sais, avec du recul, là, qu'est-ce qui fait que tu as été vulnérable comme ça? T'as-tu identifié? Pourquoi t'as embarqué là-dedans, puis ça a pris autant de place, puis... Je te dirais que c'est de la dépendance affective encore. J'avais régressé un peu. OK. De ne pas être capable de me mettre en avant-plan, de respecter ma liste d'épiceries amoureuses que j'appelle. Dans le sens, mes essentiels, je les ai pas respectés. OK. Fait que dans le fond, c'est... Même si on n'a pas besoin d'être aimé, là, le besoin, entre parenthèses, c'était le besoin d'être aimé. Puis il y a aussi une chose, je vais être tout à fait honnête, une belle jeune femme de 10 ans plus jeune que moi, ça me valorisait aussi beaucoup parce que je la trouvais excessivement belle, même si mes amis disaient que je m'énervais pour rien, que c'était une fille qui était sweet, qui paraissait bien, mais que moi, je la présentais comme étant une beauté exceptionnelle, puis ce n'était pas le cas. Ben, c'est tout ça. Je m'étais fait un peu une pièce de théâtre aussi avec ça, là. OK. Puis qu'est-ce qui t'a décidé à mettre fin à ça, puis pas revenir en arrière? Bien, parce que les conséquences en 2 mois ont été catastrophiques, dans le sens que la souffrance était... J'avais plus le goût de sortir, j'avais plus le goût de manger, j'avais mal à l'estomac, j'avais maigri de 10 livres, j'étais déjà pas gros d'avance. Puis là, je me disais, bon, mais là, je vais me ramasser exactement comme quand j'ai fait mon épuisement professionnel il y a une couple d'années. Je vais me ramasser dans une situation comme ça. Puis là, j'ai fait une thérapie avec Diane Borgia sur la dépendance affective. Fait que c'est pas le temps. Il est temps que je mette en application ce que j'ai appris. Là. Ça allait bien. Là. Tout allait bien, ma vie. Là. Puis là, je régresse. Fait que j'ai repris des consultations avec Diane aussi, justement pour mettre les pendules à l'heure, parce que je m'en voulais de ça. Là. Ah, c'est sûr. J'étais comme pas fier de moi dans le sens que, écoute, c'est un terrain connu. Il faut pas aller là. Puis je suis retourné. Là. Fait que c'est ça. Puis Diane, elle me dit, bon, elle a été très rassurante avec moi. Puis dans le sens que ça l'arrive que l'être humain, des fois, retourne en arrière, puis retourne dans ses vieux patterns. Puis je me suis... je me suis repris en main. Mais sérieusement, je vous le dis, là, il n'y a pas une journée que j'y pense pas encore. Pourquoi? À quoi tu penses? Ouais. Moi, je pense à ses câlins, son odeur, son sourire. Je pense à ça à tous les jours.
encore ce qui m'empêche actuellement d'être en relation. J'en suis très conscient. Puis si tu me demandes la question, est-ce que si elle revenait, tu voudrais une relation avec elle? Non. Est-ce que tu voudrais reprendre contact avec elle? Non, jamais. Pour moi, c'est une personne toxique. Puis je dis pour moi, parce que pour un autre, elle ne peut pas être toxique. Tout mais à pour fait. ma part, Ouais. tu comprends-tu? C'est une bonne nuance, oui. Puis j'irai pas jamais, puis je voudrais pas revenir en arrière. Mais j'y pense à tous les jours quand même. Ouais. Comment t'expliques ça, toi? Ben, je pense que quand c'est sûr, quand les émotions sont aussi fortes, les ancrages sont très forts aussi. Puis après, c'est comme... quand tu vis des trucs aussi forts, ça devient, tu le sais, là, ça devient une addiction. Puis vous le savez, j'en parle souvent, là, mais une addiction au niveau des émotions, de la dopamine, puis tout ça. Fait que c'est comme quelqu'un qui arrête de boire 6 mois après, c'est pas réglé, là. C'est pas son temps en sevrage, puis c'est difficile encore. C'est la même affaire. Absolument. Absolument. C'est comme un toxicomane avec l'héroïne qui a des gros highs, puis après ça, il y a des gros downs. Là, parce que dans les situations de love bombing, là, je vous ai parlé du côté agréable. Là. Mais il y a un côté désagréable aussi à ça. Là. Il y a des choses qui ont fait terriblement mal. Mais ça, j'ai tendance à les oublier. Puis étant donné qu'on se parle ce soir, je peux vous mentionner certaines situations qui est l'envers du décor. Moi, j'étais avec cette personne-là en train de souper, puis je lui dévoile mes sentiments en disant que je suis amoureux d'elle, puis tout ça. Puis elle me regarde droit dans les yeux en me disant « Je comprends tout ça ». Elle me tourne son téléphone, mais elle me dit « C'est parce qu'il y en a 50 autres ici, tu vois-tu, qui sont en amour avec moi ». Aïe, aïe, aïe. En tout cas, moi, je suis sur TikTok, puis j'ai pas ça, là. J'ai pas 50 gars en amour avec moi dans mes messages privés, parce que je fais pas correct. Puis là, mais non, mais Laurie, tu souhaites pas ça. Je te le dis, tu souhaites pas ça. Puis écoute, moi, là, je suis complètement... Horrible. Écoute, c'est... Écoute, je suis... écoute, c'est l'équivalent de me casser 2 jambes. Je sais plus quoi dire. Puis tu tombes à genoux dans la vie de casser, là. C'était une très bonne illustration. Puis, cette personne-là me disait tous ces fantasmes que je voulais pas entendre. Je vais te donner un exemple. Elle me dit, aujourd'hui, j'ai vu un représentant qui mesurait à peu près 6 pieds 5, puis je me suis vu qu'il me couche sur le bureau puis qu'il me fasse l'amour. Mais j'ai dit, c'est correct que tu as des fantasmes, mais ça, moi, si on est ensemble, je veux pas que tu me le dises. Tu comprends? Oui, j'espère. Je veux pas que tu me le dises. Garde ça, c'est ton jardin secret. Puis elle continuait de me dire ça. Puis moi, je veux pas, c'était très destructeur pour moi. C'était difficile là, à entendre que on n'avait pas vraiment de statut conjointe, mais je ne savais pas l'identifier, le statut. À un moment donné, on se retrouve dans un endroit public, puis le gars, il dit « Ouais, c'est ta blonde. » Puis je dis « Non. » Puis là, elle se retourne, puis elle dit « Ben oui, là, c'est tout comme, là. » Puis ça a été comme insulté de ça, mais l'envers du décor, c'était jamais de statut. Fait que là, après ça, tu te poses encore des questions. Tu te dis « Qu'est-ce qui se passe? » En public, elle dit « Écoute, elle est insultée que je dis que c'est pas ma blonde, mais si je dis que c'est ma blonde, elle sera pas contente. » Alors, tu sais plus sur quel pied danser, dans le fond. Il y a plein de distorsions cognitives qui s'installent, puis tu sais pas où aller, tu sais pas comment comprendre la personne, puis tu veux te vendre, mais ça fonctionne pas. Premier red flag, il est arrivé quand? Honnêtement, là. La première fois qu'on a couché ensemble. Ouais, la première fois qu'on a couché ensemble. Ça a été un red flag parce que c'était une femme qui était insatiable. Puis, à un moment donné, au bout de 3 heures, moi, j'étais plus capable. Puis, c'est ça. Puis, je me suis fait passer des commentaires un peu désobligeants. Puis, tu sais, ça me rentrait dedans pas à peu près. Là. Puis, t'as pas écouté ça? Non. Non. Ben, je vais aller là. Je vais y aller. Je voulais pas y aller, mais je vais y aller. OK. On est spontané. Au bout de 3 heures, moi, écoute, j'avais des problèmes érectiles. J'étais plus capable. Puis, elle m'a répondu qu'un jeune de 30 ans, ça avait des érections plus fortes qu'un gars de 50. Bien ça, c'est l'équivalent de dire à une femme qu'elle n'est pas attirante, qu'elle a un surplus de poids. Là.
Ça vient t'atteindre dans ta masculinité. Je me suis ramassé chez mon médecin de famille à lui demander du Viagra. OK? Puis c'est ça. Puis j'ai commencé à en prendre quand j'étais avec elle. Je n'ai pas pris longtemps parce que j'en ai pas besoin. Mais quand je suis allé dire à mon médecin de famille, j'ai expliqué la situation, je n'y ai pas raconté, dans le fond, la vérité en disant que c'était après 3 heures puis 4 heures. J'ai dit ça, puis elle m'en a prescrit. Mais moi, dans le fond, c'était un red flag, je le savais, mais je voulais lui prouver Ouais. que 50 ans, on est encore. Ça me. Tu sais, je disais au monde que ça m'avait frustré, mais ça me blessait. Oui. C'est ça qui est arrivé. Ça me blessait. Ça m'a fait beaucoup de peine, ça. Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait... Parce que moi, c'est toujours ça qui me fascine. Là. Qu'est-ce qui fait que dans tes gut feelings, tu savais que c'était un red flag, tu savais que ça clochait, puis t'as pas écouté ça? Tu te poses plusieurs questions. Dans les problèmes des dépendants affectifs, que ce que tu te dis, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bon, vais-je retrouver une femme aussi ardente sexuellement? Puis je souhaite de jamais trouver une femme ardente sexuellement comme ça. Je ne souhaite pas parce que c'est tout à fait pas normal. Ouais, Tu non, comprends-tu? je comprends. C'est pas Ouais, normal, ouais. c'est complètement... Je veux dire, c'est pas équilibré. Là. Je veux dire, 3-4 heures par jour, il n'y a pas personne qui va faire ça. Là. Puis, de me dire, bon, ben c'est ma chance, je rencontre une femme plus jeune, elle est belle, je suis privilégié, elle me choisit. Mais elle m'a pas choisi, tu sais, elle m'a utilisé. Oh. Mais je suis pas une victime là-dedans. Là. J'ai choisi d'être utilisé. Elle m'a donné l'occasion d'être utilisé, puis je l'ai pris. Là. Parce qu'elle, elle n'a rien fait de mal. Là. Absolument rien fait de mal. Elle m'a offert des choses et je les ai acceptées. J'avais juste à les refuser. Oh, c'est bon. Mais ça. elle a été elle-même. Absolument. Mais elle s'est montrée vraie, là. Absolument. Ouais. Puis que dire de sa gentillesse? Puis écoute, la bouffe qu'elle me préparait, puis je suis certain que ça lui faisait vraiment plaisir dans le fond. C'est une personne qui a vécu des choses très difficiles, qui est profondément blessée, qui me l'a dit, mais qui ne veut pas se faire traiter, puis ne veut pas se faire soigner. Mais moi, je en veux pas du tout. Mais je m'en veux un peu à moi. Ben oui, mais C'est ça. Quand tu as une bonne capacité d'introspection, le bottom line de l'histoire, c'est toujours ça. C'est on s'en veut à nous-mêmes d'être embarqués dans une situation. C'est Puis, même tu sais, pas moi, de s'être embarqué, c'est de pas s'être écouté. Parce de qu'on pas le s'être écouté. savait Ben oui, déjà. mais tu sais, comme Ouais. moi, ma relation que Ça, j'ai c'est vécue de tough. l'infidélité, là, je veux dire, dès le départ, je le savais, là. Parce que, tu sais, cette personne-là avait été infidèle avec tous ses partenaires, là. Fait que, pourquoi avec moi, ça aurait changé? Je le savais dès le départ, là. Tu comprends? Ben, c'est la même chose. Est-ce que plusieurs années après, c'est surprenant? Ben non. C'était déjà là. Fait que tu comprends? C'est pas la personne, la situation, avec du recul, quand tu regardes ça après puis tu réfléchis, tu te dis, ben oui, mais pourquoi j'ai pas écouté ça? Pourquoi je me suis embarquée là-dedans? C'était à nous-mêmes qu'on en veut. C'est sûr que si tu n'as pas de capacité d'introspection puis que tu te victimises de tout dans la vie, tu vas dire c'est une ci, c'est un ça, c'est un... Puis c'est l'autre qui va être en tort. Mais non. Tu as toute ta tête, tu es capable de réfléchir. On choisit de s'embarquer dans des situations puis de laisser aller toutes les... ça marche pas. Ça n'a pas de bon sens. Mais on continue quand même. Puis comme tu dis, il faut aller te trébucher comme il faut puis on va jusqu'au fond. Puis c'est ce qui m'est arrivé aussi. Ben, on croit au miracle, tu sais. Comme t'exposes la situation que cette personne-là... Tu seras pas infidèle avec moi. Exactement. Mais voyons, c'est Parce- n'importe quoi. C'est ça, exactement. Mais dans certaines situations, il y a des gens qui peuvent changer avec un processus thérapeutique qui Oui. s'est investi. Il y a Oui. des situations, mais c'est pas la majorité des cas. Mais c'est ça. Malheureusement. Tu sais, bref, c'était pas ma situation à moi et je le savais dès le départ. En tout cas, je le savais à 95 Puis t'en on va as dire ça souffert. comme ça. T'en as souffert. Bien sûr. Bien évidemment que j'en ai souffert. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Mais au bout du compte, la personne à blâmer, c'est moi. Exactement. That's it. Tu te responsabilises. C'est ça. C'est extraordinaire. Tout à fait. Hey, tu as introduit le terme dépendance affective. Oui. D'après toi,
C'est quoi les idées les plus toxiques que les hommes ont sur la dépendance affective ou la vulnérabilité? Ben, les hommes, surtout de ma génération, on n'a pas été vraiment éduqués à parler de nos émotions. On n'a pas été habitués aussi à se faire une introspection, puis surtout pas à consulter non plus. Mhm. Alors, un homme qui se dit dépendant affectif, Dieu sait que c'est répandu, mais j'en connais pas beaucoup. Ça va se manifester par de la déresponsabilisation, comme on se disait, dans le sens que les femmes sont toutes ci, sont toutes ça. C'est à cause d'elles qui me rendent enragé ou qui me rendent ci ou qui me rendent ça. C'est bien rare qu'un homme va accepter de dire « je suis un dépendant affectif, je suis vulnérable, je suis sensible ». Moi, je le dis, j'ai eu des problèmes de dépendance affective dans le passé. Aujourd'hui, j'ai fait un processus thérapeutique qui m'a enlevé plusieurs problèmes, mais c'est au day-to-day que je dois travailler là-dessus. C'est sûr, c'est sûr. C'est toujours ça. C'est dans l'action. Oui. C'est exactement ça. Puis de dire que je suis un homme sensible, puis j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai toujours été sensible, même enfant, mais je suis habitué de ravaler mes paroles. Puis mes émotions aussi. Puis même, tu sais, entre gars, quand on est jeune, on ne veut pas paraître comme faible, comme si d'être triste et d'être sensible, c'était d'être faible. C'est pas du tout le cas. Mais il y a certaines croyances. Heureusement, ça tente à changer. Là. C'est encourageant, là, parce que moi, je le vois avec les discussions que j'ai avec mes amis. C'est vraiment beaucoup plus ouvert. Moi, mes amis de gars sont ouverts à ce qu'on ait de la tristesse ensemble, qu'on se parle de notre vulnérabilité, puis on est tous sensibles, toute la gang. Fait que moi, il n'y a aucun de mes amis de gars que je suis gêné d'appeler un soir si j'ai de la peine, puis que je braille, ou bien peu importe, j'ai aucun problème. Puis on parle d'hommes très masculins et très virils qui ont une belle sensibilité. Mais je pense que c'est beaucoup plus répandu, mais les hommes le cachent. Ils veulent pas. Fait que quand on est un ou deux dans la gang qui apportent ça, ben ça vient changer la dynamique là, de la gang. Il y a un de mes amis, justement, un grand gaillard bâti, il m'appelle un peu avant Noël. Écoute, il pleurait quasiment parce qu'il avait accroché un chevreuil sur la route. Ça lui faisait de la peine. Fait qu'il a une belle intelligence émotionnelle, mon ami. Puis c'est des gens comme ça avec qui je veux m'entourer, là, parce qu'on est dans les relations, des vraies relations, puis on peut se parler de tout. Puis les hommes sont aussi vulnérables que les femmes. Là. C'est juste que c'est encore Oui, c'est ça. Mais ils ont peur. Eux autres, ils le voient vraiment comme si ça allait être moins attirant pour les filles. Ils ont vraiment... Ceux que je vois en consultation, c'est évidemment, s'ils me consultent, c'est parce qu'à la base, ils ont une capacité d'introspection puis une sensibilité qui est là, s'ils accrochent avec mon contenu. Puis c'est vraiment ça. Tous les âges, là, de 20 à 55, je pense, là, que j'ai eu en coaching, c'est ça. Ils ont l'impression que ça va être moins attirant, que les filles disent qu'elles veulent un gars proche de ses émotions, mais que dans les faits, quand ça arrive, ils sont pas capables d'accueillir ça, puis ils aimeront pas ça. Puis mais c'est pas vrai. C'est vrai pour les filles qui ne sont pas intelligentes émotionnellement. Oui, exactement, c'est ça. Mais moi, les femmes que j'ai rencontrées dans la dernière année m'ont toutes dit, sans exception, qu'ils voulaient un homme proche de ses émotions, que la communication soit optimale et elles étaient très réceptives à ça lorsqu'on s'assoyait à la table. Mais on parle de femmes dans la quarantaine qui avaient vécu des situations aussi complexes avec d'ex-conjoints, de la violence conjugale, des gens qui ne s'exprimaient pas, des gens qui refoulaient leurs émotions, qui me disaient qu'ils aimaient ça avoir un gars sensible, calme, qui était capable de discuter à table de cuisine. Ça c'est vrai. Mais il y a certaines femmes aussi qui parlent d'avoir un gars-gars, puis dans leur définition de gars-gars, c'est un gars-gars, ben ça parle pas trop de ses émotions. Mais ça en fait probablement un handicapé émotionnel. Il est en chaise roulante là, avec ses émotions. Fait que ça marche pas. Là. À un moment donné, dans ta situation de couple, si tu veux un gars-gars, mais si toi, tu as des émotions, il ne sera pas plus accueillant avec toi. Là. Non. C'est ça l'affaire. Là. S'il ne comprend pas les siennes, il ne comprend pas les tiennes. Puis il n'y a pas de place pour les tiennes non plus. Et voilà. Puis
Puis c'est ça. Fait que il y a beaucoup d'hommes qui auraient affaire à te consulter. Mais c'est important ce que tu Laurie. dis parce que, tu sais, d'avoir une gang de gars, leur entourage est important. C'est sûr que s'ils ils se voient dans leur garde de chum, dans leur gang de chum, puis ils se disent « Hey, il y a juste moi qui est de même, je peux pas exprimer ça. » Et là, ils se sentent différents, mais tu sais, d'ouvrir la porte à ça puis d'être le premier à être assez courageux pour le faire puis que ça laisse les autres le faire aussi. Ou si tu identifies que vraiment tu as une gang d'immatures émotionnels, ben tu sais, cherche peut-être d'autres amis dans d'autres milieux, là, je sais pas, mais c'est sûr que quand tu es la seule personne dans ta gang, tu as l'impression que tu es tout seul à être de même, c'est tough. Mais moi, je travaille dans un milieu de gars, pas mal. Tu sais, la majeure partie de ma semaine, je suis dans un milieu de gars. Des vrais gars. Puis j'ai posé la question avant de faire l'épisode avec toi. Je dis, vous autres, les boys, là, je dis, quand vous avez quelque chose à raconter, ça va pas bien, vous avez des problématiques, là, en parlez-vous ensemble avec vos chums? Puis la réponse, ça a été non. Là. Ça a été, non, on parle pas de nos affaires. Là. Ah, OK. Fait que là, puis c'est pas des gars pas tellement vieux, là. Tu sais, on parle du 35-50, là, moyenne d'âge, là. Puis ça a été non. Il n'y a pas un des gars dans mon bureau qui a dit « Ah, ben moi, ouais, j'ai des amis, puis on en parle, puis pas en tout. » Toi, quand tu parles de ton boys club, là... 35-55. Puis je te dirais que sans prétention, c'est moi l'instigateur de ça. Parce que j'en ai parlé suite à mes consultations. Je parlais de ce qu'on développait, de ce qu'on jasait. J'ai surtout... j'ai amené ça aussi sur la confrontation d'émotions par écrit. Parce que moi, j'ai fait ça. Ça a été un travail très difficile pour moi à faire. C'est-à-dire confronter mes émotions par écrit pour établir la réalité d'une émotion. Puis quand Diane Borgia me parlait de ça, moi, j'étais très, très, très réticent à faire ça. Puis écoute, ça me fâchait de le faire. Ça me fâchait. Je prenais la feuille de papier puis je n'étais pas capable de le faire. À quelque part, c'est parce que je ne voulais pas. Là. Aller là, c'était douloureux. Mais souvent, l'émotion qu'on vit, ben c'est de la distorsion, c'est pas la réalité. On se monte un manège. Puis pour voir plus clair, ben dans la première année, c'est important de le mettre par écrit. Puis moi, j'en ai à peu près 500, là, puis je les relis des fois là, pour des situations que je me suis dit, bon, mais c'est... Je capote, mettons, pour telle raison. Je suis stressé au travail, ça va pas, tout va mal aller, la compagnie va fermer, on va perdre nos jobs, puis tous des scénarios apocalyptiques qui sont jamais passés. Bien, je relis ça, puis ça me donne un coup de main. Mais maintenant, j'ai l'automatisme de le faire. C'est-à-dire, quand je vis une émotion, au lieu de la refouler puis d'avoir mal au cœur, puis avant ça, je les vomissais, parce que moi, c'était ma réaction. Hein. Moi, je vomissais en dernier. Là, parce que tout le monde autour de moi a toujours pensé que j'étais un gars zen et calme. Parce que je suis toujours sur le même ton. Moi, je me fâche pas, je monte pas le thème de voix. Je suis un gars quand même assez pacifique. Puis, le monde pensait que j'étais zen. J'étais calme, j'abordais toujours. Mais écoute, à un moment donné, j'arrêtais de manger, j'avais une boule dans l'estomac. Écoute, je vomissais. J'étais comme... Puis là, c'est là que j'ai consulté parce que, écoute, ça passait pas. Puis j'étais en boule dans mon lit, là, tordu en deux, là, parce que j'ai mal au ventre puis j'ai mal à l'estomac, là. Mais c'est le même que je les vivais, mes émotions, là, avant de les confronter puis de les comprendre, puis de les accepter puis de les accueillir aussi. Parce que tu peux les accepter, puis tu les accueilles pas. Tu les acceptes, mais tu es frustré. Tu comprends? Fait que il y a un processus là-dedans là, à établir. Il y a un gros processus. Très gros processus. Puis c'est des compétences essentielles, je pense. Si tu veux avoir des bonnes relations, si tu veux être heureux aussi, si tu veux bien vieillir, si tu veux rester en santé physique, psychologique. Mais quand tu ne l'as pas appris, puis que tu l'apprends tout seul, ça prend de la pratique. Puis ça vient pas facile de même, puis faut pas penser que parce que tu le fais pendant 3 mois, t'es parti pour la vie, puis c'est beau, tu gères tout, puis tu gères ça à perfection, puis t'es en plein contrôle de tes affaires. C'est pas de même ça marche. Non. Fait qu'à chaque situation, c'est une situation d'espèce. Tu mets des outils en pratique, puis tu deals avec tes émotions, puis c'est un processus, c'est un cheminement. Mais en plus, nous, au moins, on n'a pas
la construction sociale Mhm. de pas être des êtres émotifs, tu sais, comme les gars. Eux autres, ils ont ça encore plus à déconstruire avant d'arriver au même point. Tu sais, nous autres, au moins, on n'est pas conditionnés de même. Nous autres, on est correct, on est émotifs, on est des filles. Mhm. Mais les gars, alors qu'on était tous des êtres émotifs, les êtres humains, en plus, vous autres, vous avez la construction de on n'est pas supposé l'être, tu sais, alors que c'est complètement faux. Fait que c'est encore plus dur, je pense. Il y a comme une étape de plus. Hein. Bien, souvent, les hommes, ils veulent impressionner les femmes. C'est ça l'affaire. Puis, particulièrement, admettons que tu rencontres une femme plus jeune que toi, qui est jolie, mais tu veux l'impressionner. Puis, tu n'es pas capable d'être vrai. Puis, tu n'es pas capable, encore moins, de parler de tes émotions. Puis Fait que là, tu veux l'impressionner, tu veux juste montrer le beau. Mais là, c'est pas ça ton rôle dans la vie, là, avec les autres, d'impressionner les autres puis de te montrer sur ton meilleur jour. Faut que tu te montres sur toutes les facettes pour avoir des relations équilibrées avec les gens. Tu peux pas te permettre d'être faux tout le temps puis être dans... Parce que, écoute, les gens te connaissent pas puis ils t'apprécient pas pour ce que tu es. Puis le jour où tu exprimes quelque chose à ta blonde, ça fait 6 mois, puis tu n'as jamais exprimé quelque chose de même, elle va dire, là, elle va pogner un mute. Tu sais, elle va dire, voyons, que c'est ça. Tu sais, d'où ça sort, cette réaction-là? Je sais pas, je comprends pas, tu n'étais pas de même. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu sais, fait que... C'est ça, puis c'est une méchante douche froide là, pour la femme qui reçoit ça. Là. Ouais. Hey, moi, j'ai une question. Vas-y, je J'ai t'écoute. plein de bonnes questions. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu peur d'être vulnérable avec une femme? À plusieurs reprises. À plusieurs reprises, oui. Parce que dans le modèle, dans le schéma de pensée que j'avais, d'avouer que j'étais un homme sensible, d'avouer que j'étais même en amour avec la personne, c'est même quelque chose de difficile. Même encore aujourd'hui, parce que de se montrer qui tu es, tu as toujours peur du rejet, tu as toujours peur de... La personne ne t'accepte pas, mais dans le fond, si elle ne t'accepte pas, c'est un cadeau, là. C'est parce que c'est pas la bonne personne, mais sur, Tout à fait d'accord. sur le coup, c'est... Tu veux bien paraître, des fois. Il faut se ramener régulièrement. Il y a une phrase en anglais qui est vraiment bonne pour ça, là, que tout le monde devrait se rentrer dans la tête, c'est « Rejection is redirection ». Oui. Absolument. Ça Oui. en prend des rejets si tu veux arriver à la bonne place, tu sais. Ouais. Ben maintenant, j'ai pas de problème avec ça. Puis, C'est important. je le dis, puis je suis en contact avec la tête et le cœur. Tu sais. Là, j'ai pas de boule dans l'estomac. Avant ça, j'allais à une date. Puis si la fille, elle me disait, écoute, ça me convient pas, écoute, j'étais en lambeau. Ah, ouais. Ben, oui, comme la majorité des gens, absolument. la majorité du monde, c'est ça, là. Puis, j'ai expérimenté cette année, moi, suite à mon épisode de l'été dernier, j'ai eu quelques rencontres qui me convenaient pas. Puis, j'ai dit aux femmes que ça me convenait pas. Puis, dans la plupart des cas, ils ont eu des réactions très, très, très émotives, parfois même agressives. Dans le sens de... Agressive? Oui, absolument. OK. Il y en a une qui a une réaction très agressive dans le sens que c'est la première fois que je me fais dire ça. C'est quoi ton problème? Oh, son ego Oh était... là là! Puis là, j'ai Petite, dit- petite Thérèse, elle l'a mal pris. Ben, écoute, c'est parce que c'est une situation un peu loufoque. Je vais prendre quelques minutes pour t'en parler. Écoute, c'est super intéressant. Je vais manger avec elle, puis c'est une femme super intéressante, puis on jase, mais je vois pas le potentiel amoureux avec elle. Alors, je vais la reconduire à sa voiture, on se fait un câlin, merci, c'était agréable, bonne soirée. Puis pendant 2 semaines, on se donne pas de nouvelles. Au bout de 2 semaines, elle m'envoie un message, elle dit « Allô, Mathieu ». Elle dit « C'est simplement pour te dire que moi, ça va rester amical, nous deux. » Puis Merci de me le préciser. puis là, j'ai dit, c'est parfait. J'ai dit exactement, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu es une bonne personne, mais moi, je vois pas le potentiel amoureux. C'est là qu'elle a marqué comment ça. Ben là, Ben, Ben là, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que ça change absolument rien. T'es pas intéressé, puis je suis pas intéressé. Elle était là, non, je veux savoir. Là, elle m'écrit. Là, je oh dis, my God. moi, je dis, écoute, je t'ai pas donné de nouvelles pendant 2 semaines. C'est signe que Message j'étais est pas... clair.
je n'étais pas intéressé, puis décidément, toi non plus. Ben là, tu es venu me reconduire à mon auto. Moi, je pensais que tu étais intéressé, mais ça ne change absolument rien. Tu ne l'es pas. Puis finalement, j'ai dit, là, on va arrêter la conversation. Je vais devoir te bloquer parce que là, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai dû la bloquer. Bloquer le monde désagréable, tout le monde. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est vrai. Mais je comprenais pas, mais je suis resté courtois, mais je comprenais pas cette réaction-là. C'est que je pense qu'elle aurait voulu que moi, je trippe dessus, malgré qu'elle ne trippe pas sur moi. Ouais. C'est la seule réponse que j'ai trouvée. Oui. Mais c'est clair que c'est ça. Oui. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. Là. C'est pour ça que je dis, l'ego de la petite Thérèse est Puis il y a une chose a fait aussi. mal. J'espère qu'elle s'appelait pas Thérèse. Non, elle s'appelait pas Thérèse, non. Il y a une chose aussi que les hommes nous complexent, OK? La grandeur. Parce que moi, je ne suis pas considéré comme un homme grand. Puis les femmes, même de 5 pieds, recherchent des hommes de 6 pieds. Puis c'est absolument vrai que dans le schéma amoureux, des femmes veulent des hommes plus grands. Ben moi, longtemps, écoute, j'étais un peu complexé de ça. Mais maintenant, j'ai fait la paix avec ça. Puis il y a plein de mes amis qui sont super complexés. Si une femme, elle mesure 5 pieds, puis elle veut un gars de 6 pieds, elle le marque dans la description, il devient super insulté, mais parce qu'elle, elle n'a pas le droit d'en vouloir un gars de 6 pieds, elle a le droit de vouloir la grandeur qu'elle veut. Comme toi, tu as le droit de vouloir une fille plus en forme ou il y en a qui Ben, aiment tout à mieux fait. plus ronde, il y en a qui aiment mieux les brunes. Ben, Exactement. moi, j'ai été en relation avec un gars plusieurs années. Il était plus petit que moi. Là. Ben Et moi, oui. ça m'a jamais dérangé. Là. Mais la plupart des femmes veulent un homme plus grand. Puis c'est correct comme ça, mais moi, j'établis pas ma valeur. OK, je me couperai pas les jambes, puis je me mettrai pas des rallonges, tu sais, pour... tu sais, je veux dire, j'accepte ça maintenant, mais ça a été tout un processus, puis la comprends. jambe masculine a de la misère avec ça. Les femmes, c'est souvent, sont complexées par le poids, mais les hommes, c'est par la grandeur qui sont Ouais, mais complexés. même Laurie, à un moment donné, elle me disait, ouais, mais maman, sur les sites de rencontre, là, si le gars, il marque qu'il mesure 5 pieds 9, Mesure 5 pieds 7. c'est exactement ça qu'elle m'a J'avais dit. dit, J'ai dit, ben voyons. il a mis 5 et 10, ça veut dire 5 et 8, gros max. Exactement. Fait que là, je C'est dis, ben vraiment, voyons, pourquoi c'est qu'il tout le m'attirait temps sur ça. sa Tout grandeur? le Ben, temps. elle dit, les gars, ils mentent sur leur grandeur, j'en revenais Tout le Moi, pas. je fais pas ça. Puis justement, il y a une de mes amies, ma meilleure amie, elle mesure 5 et 9 et demi. Puis elle se fait avoir. Elle est actuellement sur des sites de rencontres. oui. Elle se fait avoir. Puis elle ne veut pas un gars plus petit. Ouais. Elle a le droit. Oui, ben tout Puis à c'est fait. bien correct comme ça. Mais elle se fait avoir, puis les gars viennent fâcher. Moi, je marque vraiment ma vraie grandeur parce que je veux-tu pas arriver puis que ça soit une situation malaisante pour les deux. Là. Ben là, Oui, puis là, elle est déçue. Puis là, toi, ça te rajoute une couche d'insécurité. En allant à ta date, tu te dis, ah, finalement, je suis plus petit. je comprends Là, pas. ça me rend plus insécure. C'est pas le fun. Exactement. Si elle t'aime bien mieux qu'elle aille en date, elle a déjà les informations. Tu sais que tu y plais déjà plutôt que... Ouais, ben là, puis, peut-être que ça va être, tu sais... Puis avec des photos récentes, bien évidemment. ben, ça. c'est ça, j'ai un ami qui me disait, il a C'est rencontré ça. une fille, les photos, ils devaient dater d'à peu près une vingtaine d'années. Ça m'est Ben arrivé, voyons! ça m'est arrivé souvent. OK, ouais. Absolument. je C'est pour comprends ça pas. que je valide maintenant. Avec un Qu'est-ce- FaceTime. Avec un FaceTime ou soit... Bonne idée. Ou tout simplement en disant, écoute, moi, j'ai eu des mauvaises expériences, mes photos sont récentes. Alors, est-ce que les tiennes sont récentes? Je doute pas de ton honnêteté, mais je préfère valider suite à mes mauvaises expériences, c'est pas contre toi. Je veux pas perdre mon temps. Puis là, décidément, des fois, tu as des réponses. C'est quoi ton problème? Tu te fies-tu à des photos? Mais si c'est ça, tu vas pas à la date. Parce que justement, Non, tu y vas pas. si la personne est agressée avec ça, ça marche pas. Là. Ça marche pas. Non, tu y vas pas. Tu y vas pas. Hey, j'ai une question. Oui. Selon toi, pourquoi certains hommes quittent ou se referment quand une relation devient plus profonde? Mais les hommes, parfois, sont bizarres en relation. J'aime ça. On rencontre une femme exceptionnelle avec une intelligence émotionnelle qui a fait du développement personnel, qui est accueillante, qui représente, mais l'engagement nous fait peur. La peur de perdre sa liberté, la peur aussi de rentrer dans une relation, puis là, tu n'as comme pas le choix, entre parenthèses, de montrer ta vulnérabilité, de montrer vraiment qui tu es. Alors, si la personne n'a pas été fair au début, puis a dit des choses, ben il y a peur que ça se découvre. Fait que
moi, dans le passé, je voulais pas aller vers la sensibilité, puis les choses qui me faisaient de la peine, puis nommer mes besoins parce que je voulais absolument être en relation. Alors, c'est ça, c'était effrayant pour moi le jour où j'arrivais, dans le sens que la sensibilité, là, puis genre que tu veux une blonde fidèle, puis là, rendu dans l'appartement, mettons que tu cohabites, là, tu commences à nommer les choses, bien, ça peut être effrayant pour la personne, là. Mais le scénario, il est parti. Puis tu te dis, je vais avoir à nommer ça, je vais avoir à lui dire ça, je vais avoir... Hey, c'est important ce que tu dis là. C'était peurant, là. Même le fait de consulter un psychologue, tu n'as pas parlé. Mettons, tu prends des antidépresseurs, puis là, tu n'as pas dit ça. Puis là, la personne, tu dis, écoute, là, on est ensemble dans un 4,5 à Sainte-Foy, puis là, tu dis, écoute, moi, je suis un homme sensible, je suis vulnérable, j'ai des blessures émotionnelles, je consulte une psychologue, puis je prends des antidépresseurs. C'est pas mon cas, là, mais écoute, c'était parent, là. La personne, là, elle accueille ça au bout de la table, là, puis elle se dit, écoute, c'est... Fait que juste le fait d'avoir à se rendre là, certains hommes peuvent avoir peur. Ben, c'est sûr. Mais ouais. Mais au moins, si, tu sais, il y en a qui... En tout cas, il y en a qui vont avoir conscience de ça, dépendamment d'où ils sont rendus dans leur cheminement, mais il y en a qui n'ont même pas conscience de ce qu'ils vont avoir à nommer. Ils sont juste effrayés tout court, tu sais. Ah, c'est pas facile. Puis dépendamment du style d'attachement, évidemment, là. Il y a la peur de perdre aussi. Hein? Ça, c'est pas souvent nommé. Chez les hommes, la peur de perdre. La peur de perdre notre conjointe. Parce que je lisais dernièrement, puis Laurie, tu pourras valider ça, qu'un homme qui a une peine amoureuse, des fois, il souffre plus qu'une femme parce qu'il souffre en silence. Dans le sens que, pas parce que la douleur est plus forte chez un homme. Un être humain, c'est un être humain. Mais la femme, elle va parler à ses amis de filles, elle va s'extérioriser. Si elle pleure, elle va avoir 2-3 filles ou 2-3 qui vont l'accueillir, qui vont la prendre dans ses bras. Mais le gars, il va souvent se retrouver seul avec ses bébites. Fait que ça, juste la peur de perdre, je pense que ça peut être assez pour pas aller là. Admettons, la fille, le gars, il se dit « Ah, elle est trop bien pour moi. » Le sentiment d'infériorité aussi, on pourrait en parler tantôt. Tu sais, quand tu te sens inférieur dans la vie, peu importe la situation, puis que tu vois ta conjointe sur un piédestal, mais ça peut être assez pour fuir quand la relation rentre dans une... Oui, la peur de ne pas être à la hauteur, oui. Oui. C'est clair. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui aiment des hommes émotionnellement fermés? Tu sais, qui sont dans des relations avec des gars qui parlent pas de leurs émotions, qui veulent pas aller dans leur vulnérabilité. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Parce qu'il y en a qui se maintiennent là-dedans longtemps puis qui sont malheureuses, là. Je leur poserais une question. Est-ce qu'ils sont accueillantes quand il y a un brin d'ouverture de la part de l'homme de s'asseoir à la table et de discuter? Parce que on le fait pas toujours de la bonne manière. Des fois, ça sort croche, puis on essaie de verbaliser les choses, puis c'est pas nécessairement ce qu'on veut dire. Fait que simplement d'être accueillante, d'essayer de comprendre et de faire du renforcement positif comme avec un enfant, dans le sens que j'ai apprécié que tu me communiques ton émotion. Ouais. Ça va être plus facile, nos relations. Puis, gêne-toi pas, on peut en parler. Puis, même si c'est pas facile, je suis là avec toi, on est ensemble. Puis, juste ça, ça peut faire des miracles. Là. Hey, moi, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais rencontré personne en relation qui gérait des situations de cette façon-là. Qui renforce positivement. Oui, ça m'est jamais arrivé. Ben, un gars qui renforce pas positivement ta communication, c'est ça que tu veux dire? Non, ça, effectivement, je te crois. Mais moi, des femmes accueillantes, j'en ai rencontré plein. Puis qui valorisaient ça, là. Qui valorisaient la communication, mais ils me disaient que j'étais quand même pas si pire, mais moi, je me considérais, il y a une couple d'années, quand même assez handicapé. J'étais capable de prendre un micro de radio, d'animer une émission, ou peu importe, de parler devant 500 personnes. Mais quand tu demandais de parler de moi, je devenais complètement comme un enfant de 5 ans. Bloqué complètement, je n'étais pas capable. Parce que là, on parlait de vulnérabilité, on parlait de moi, on parlait de mes faiblesses, entre guillemets. Écoute, c'était complètement impossible pour moi de parler de ça. Puis il y a beaucoup de filles qui vont reprocher à leur chum de ne pas s'ouvrir,
de pas aller là, de pas ci, mais ils s'en rendent même pas compte. Mais quand il y a l'ouverture, ils la referment tout de suite, ils critiquent, ils rient de lui, ils vont faire des commentaires. Fait que c'est sûr que le gars, après ça, c'est l'inverse, c'est renforcement négatif. Là. Eux autres, ils se disent hey, « OK, plus jamais je vais là, plus jamais je veux faire face à ça. » Fait que là, ils s'en rendent même pas compte, mais ils bloquent toutes les tentatives. Fait que c'est important Absolument. d'être à l'écoute de... Justement, je fais-tu ma part pour faciliter la communication ou c'est que moi qui ai le droit d'exprimer, puis quand lui essaye, c'est bloqué, tu sais? Tu sais, moi, il y a une couple d'années, là, j'aurais jamais été capable d'être avec vous autres. Là. Impossible. Là. J'aurais jamais été capable de parler avec vous autres. Premièrement, je me serais senti intimidé avec vous autres. Mon Dieu. C'est clair, net et précis. Ah ouais? Ben oui. Mais pourquoi? Premièrement, Laurie, c'est une femme très charismatique qui fait des TikTok, qui a une expertise, Merci. qui est une bonne communicatrice. Dieu. Puis là, moi, de prendre rendez-vous avec elle, puis d'y exprimer ma vulnérabilité, puis de dire j'ai besoin de toi pour que tu me donnes un coup de main, impossible. Toi, quand on s'est rencontrés, Ouais. tu es quand même aussi une femme très charismatique, tu es Merci. une femme intelligente, tu as des idées. On peut être intimidé par les femmes, les hommes. Là. Tu sais, ça l'arrive, ça. Moi, j'aurais pas été capable de parler avec vous autres, puis j'aurais même pas voulu parler avec vous autres, parce que je m'aurais dit, bon, c'est quel intérêt que j'ai à jaser avec eux autres? Ils me trouveront pas intéressant. Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Ils sont ben trop intelligentes, ils sont ben trop ci, puis ils sont ben trop ça. Les hommes, souvent, dans les confessions que je reçois, ils ont un sentiment d'infériorité par rapport aux femmes. Ils s'en rendent-tu compte consciemment ou c'est Non. en enlevant les couches que tu te rends compte que c'est ça ou ils savent, hey, je me sens pas Ils à la savent, mais ils hauteur? ne le diront pas. OK. Ils le diront pas, puis tu sais, les études, souvent, les femmes maintenant gagnent plus cher que les hommes. Les femmes sont beaucoup plus sur la place publique. Puis heureusement, et tant mieux, moi, je suis entièrement pour ça. Écoute, moi, j'ai été éduqué, entre parenthèses, par ma grand-mère, qui était une femme exceptionnelle, puis qui était une féministe. Alors, j'ai été élevé dans cet environnement-là. Puis, non, mais les hommes, c'est pas dit ça, mais le sentiment d'infériorité, là, qui leur cause de l'anxiété. Fait que ça vient... Parce que moi, personnellement, ce que j'ai appris en thérapie, c'est que quand tu règles ton infériorité, pour moi, tu élimines l'anxiété. Parce que l'infériorité déclenche l'anxiété, puis si tu règles ça à la base, ben tu t'évites beaucoup de problèmes. On est tous différents, des êtres humains faillibles et imparfaits. On est tous différents, puis il n'y en a pas des bons puis des mauvais personnes, ça n'existe pas. Parce que si tu es bon, il faudrait que tu sois bon 365 jours par année, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Non. Fait que c'est ça. Puis l'infériorité en tant que telle, as-tu un truc ou mettons quelque chose qui peuvent se rappeler, les gars, tu sais, que crime, moi je me sens inférieure, je ressens, tu sais, quelqu'un qui ressent ça puis qui se dit hey, ça c'est moi, il faudrait que je règle ça. Par où on commence, mettons? Ben, on commence. Écoute, c'est une tâche ardue. Premièrement, il faut aller consulter puis il faut connaître sa valeur personnelle. Moi, j'ai longtemps été complexé de ne pas être diplômé de l'Université Laval. Ça change quoi à ma personne? J'ai toujours bien gagné ma vie. Je fais ce que j'aime, puis je prends des cours encore. Ça change absolument rien. Je prends une formation. J'ai mon meilleur ami qui est avocat, qui n'arrête pas de me dire depuis des années, Mathieu, les études, ça ne fait pas une personne. Mais avant que je comprenne ça, j'avais vraiment un sentiment d'infériorité par rapport à ce que j'avais pas de bac à l'Université Laval. Je suis allé au collège François-Xavier Garneau. J'ai fait un cours en radio au privé, puis j'ai des sciences humaines. J'étais vraiment... Je me considérais pas instruit. C'était épouvantable de dire ça. Oui. Puis c'est ça, fait que tu rencontres une fille qui a un bac, puis là, tu te sens tout de suite inférieur. Maintenant, tout a changé. C'est plus pareil. Mais il y a beaucoup d'hommes comme ça. Puis Dieu sait qu'il y en a des femmes qui ont des bacs maintenant, là. Fait que le sentiment d'infériorité pour ces hommes-là, là, il augmente, là. Parce qu'ils vont sur les applications de rencontre, puis bac, maîtrise, doc, là, des femmes, là, ça pleut. Ouais. Ah oui, c'est clair. Par où commencer? Ça prend un processus. C'est souvent des blessures pas réglées, puis il y a aussi, faut
ça passe par un procédé thérapeutique, absolument, d'apprendre à s'aimer. Moi, je pense aussi. C'est bien beau de dire apprendre à s'aimer, apprendre à s'aimer. C'est des belles paroles, mais il faut vraiment apprendre. Puis c'est la thérapie, puis on part. Mais ça se fait dans le concret. Là. Ouais, Tu sais ce que tu as raconté tantôt, là. Tu as fait de la thérapie, tu as eu un homme thérapeute au début, après ça, tu as eu Diane. Tu as fait un processus, tu as vécu une situation, tu es embarqué dans des vieux patterns, tu n'as pas écouté tes gut feelings, tout ça. Ça, c'est une situation d'apprentissage. Tu as fait de la thérapie dans le concret, dans le day-to-day maintenant, les outils, comment tu vas les mettre en pratique, qu'est-ce que tu vas apprendre, qu'est-ce que ça va te dire sur toi. C'est dans le concret, c'est dans la rencontre avec l'autre que là, tu vas aller te tester, te mesurer, voir qu'est-ce qui te reste à travailler en relation, où tu vas peaufiner tout ça dans l'action. Tu comprends? Oui, il y a un processus thérapeutique, mais après ça, il faut que tu sois dans l'action, puis il faut que tu continues à cheminer dans l'action. Oui, exactement. Il faut que tu prennes aussi, il faut que tu te rappelles ce que tu as appris aussi. Moi, j'ai ressorti les feuilles de confrontation d'émotions. Moi, ça faisait 6 mois que je n'avais pas fait. Là. Je me pensais bon, je les faisais mentalement. Mais dernièrement, je n'ai fait de la confrontation sur papier. Puis j'en ai relu. Puis écoute, on est venu solidifier bien les choses que j'avais appris. Exact. Le processus thérapeutique, c'est tout au long de sa vie, je pense. À Oui. différentes périodes, tu peux consulter de façon sporadique. Mais reste toujours avec un suivi, soit par des lectures, reste toujours dans des choses qui peuvent te faire évoluer en tant qu'être humain. Moi, je trouve ça important. En tout cas. Mais tu sais, tu disais, je me sens inférieure parce que j'ai pas un bac à l'Université Laval. Avant, oui, on parle au passé. Admettons, moi, dans mes standards, là, je rencontre quelqu'un, j'y demanderais avant, t'as-tu déjà consulté? D'y demander c'est quoi son diplôme. Pour moi, d'avoir quelqu'un qui travaille sur lui puis qui a déjà consulté, peu importe n'importe quel type de personne, que ce soit psychologue, travailleur social, que ce soit coach de vie, peu importe, t'as-tu déjà consulté? T'es-tu déjà remis en question? Est-ce que tu as un travail sur toi qui est amorcé? Ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que quelqu'un se présente en me disant « Ben moi, salut, mon nom c'est Jasmin et je suis urgentologue. » Moi, je vais renverser la question, je vais dire « Jasmin, t'as-tu déjà consulté? » Parce que moi, tes diplômes, ils m'impressionnent pas. Tu comprends? C'est quoi? Tu peux avoir un paquet de compétences professionnelles, mais c'est quoi le savoir-être? C'est quoi l'expérience de vie que tu as? C'est quoi le cheminement que tu as fait? Ça, pour moi, ça a bien plus de valeur aujourd'hui qu'un diplôme à l'université. Pour moi, ça veut... C'est tellement ça beau veut, ce que ça tu veut dis rien là. dire. C'est tellement beau ce que là. tu dis là. Puis c'est drôle parce que hier, sur Facebook Rencontre, il y a une femme, j'étais allé voir, qui marque « Si tu n'as pas consulté un psychologue, tu es déjà un red flag pour moi. » Hier soir. Ah, c'est clair. Hier soir. Écoute. C'est la première fois que je voyais ça, mais ça m'a fait sourire. Oui. Ben oui, tout à fait. L'as-tu liké? Oui, mais il l'a liké, il l'a demandé en date. on s'est parlé, mais ça s'est avéré négatif là, au fil de la conversation. Ah. Mais c'est ça, mais je trouvais ça d'entrée de jeu, je trouvais ça intéressant. C'est bien. Oui, ça serait... Ben, il doit y avoir quand même une proportion de filles plus grande qui consultent en bout de ligne que des gars. Ça doit commencer Absolument. Mais ouais, c'est sûr que moi aussi, je pense que ça serait un de mes critères dans le futur. Hey Mathieu, on parle de consultation. J'aimerais ça que tu nous expliques comment ça s'est passé, tes premières rencontres avec Diane. Ben, premièrement, j'avais lu le livre Amour toxique, puis ça m'avait donné un drôle de feeling, dans le sens que j'avais l'impression que Diane avait écrit le livre pour moi. Tout ce qui était inscrit là-dedans, c'était ce que je vivais au quotidien. À l'époque, j'étais avec une conjointe, puis j'étais dans une relation de dépendance affective. Les deux, on était des dépendants affectifs, puis j'étais plus capable. Ça, on remonte à il y a 3 ans. Puis, j'ai communiqué avec Diane pour
qu'elle me suive en thérapie. Puis elle avait pas de place. Elle était complètement débordée. Puis j'ai dit OK, mais je lui ai écrit un long courriel en l'expliquant ma situation. Puis finalement, elle m'a trouvé une place. Puis on a commencé un processus thérapeutique ensemble. La première rencontre, j'ai trouvé ça très difficile parce qu'elle m'a mis quand même les pendules à l'heure rapidement en disant que j'ai parlé de ma conjointe, de ma relation, mais je parlais plus de ma conjointe, puis des problèmes qu'on avait. Puis finalement, à la fin, elle me dit très, très professionnellement que j'ai le choix de mettre fin à la relation toxique que j'ai avec ma conjointe ou de continuer là-dedans, puis elle va continuer à m'écouter, mais dans 3-4 ans, on va continuer à parler de la même chose. Alors, c'était un mercredi, j'étais assis dans le fauteuil, un mercredi d'avril, aux alentours du 26 avril, il y a 3 ans. Là. Puis elle me dit, d'ici la semaine prochaine, réfléchis à ça. Puis là, la session s'est terminée. Puis là, moi, je suis assis sur le fauteuil, puis là, je sais que j'ai une session mercredi prochain, puis que je dois faire quelque chose. Le début de mon travail, c'est de mettre fin à ma relation. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis fin à ma relation. Puis j'ai trouvé ça très difficile parce que le processus de sevrage a été... quand tu es dans un couple fusionnel, il y a un sevrage qui arrive après. Hein? Fait que là, j'ai commencé à travailler sur moi, puis j'ai fait ça pendant 1 an. Puis c'est ce qui m'a fait découvrir. Mais la première rencontre, j'ai pas aimé. Là. J'ai pas aimé ça parce que j'avais pas une personne qui renforçait mes comportements toxiques. Puis j'avais pas une personne, une maman qui me berçait. Puis j'avais une femme qui me responsabilisait. Fait que là, tout ça en même temps, en 1 heure, c'était difficile. Puis j'ai pas aimé ma première rencontre. Puis après ça, on a développé une relation thérapeutique incroyable tous les deux. J'ai fait un cheminement. Puis aujourd'hui, je suis vice-président du conseil d'administration de la Fondation des Petits Cœurs Rieurs. Alors j'ai l'occasion de travailler avec Diane encore. C'est un pur bonheur pour moi. Alors, ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie que je me suis offert. J'ai été très bien accompagné par elle, mais il y a eu beaucoup de souffrance. C'était confrontant. Très confrontant, là. C'est très confrontant. Puis, merci de m'avoir confronté parce que ça remet les idées en place, puis j'avais besoin de ça. Puis maintenant, ma perspective est complètement différente de ma relation avec les autres. C'est complètement différent, ça a complètement changé, puis c'est beaucoup plus sain aujourd'hui. En terminant, tu sais, d'habitude, j'amène toujours une petite réflexion, une petite citation, mais là, je te laisse le mot de la fin. Puis j'aimerais ça que tu termines, parce que, tu sais, on parle de vulnérabilité, de dépendance affective, évidemment, et j'aimerais ça que tu nous expliques comment ta manière d'aimer ou d'être en relation a évolué à partir du moment où tu as décidé que tu travaillais sur toi? Moi, j'ai appris à être moi-même. J'ai appris à nommer les choses, à ne pas avoir peur de mettre mes limites, mais surtout d'accepter celles des autres. Parce que quelqu'un qui ne met pas ses limites, il n'accepte pas les limites des autres non plus. Mais si toi, tu n'en mets, clair, dans une communication respectueuse puis intelligente, tu mets tes limites. Moi, je n'accepte pas ça. Mais ça ne veut pas dire que l'autre est obligé de se conformer à tes affaires. Si elle veut fumer la cigarette, puis toi, ça ne te convient pas, mais tu as le choix de quitter la relation ou de rester là. Mais je veux dire, à un moment donné... Fait que maintenant, ce que je fais, c'est qu'avant d'embarquer dans une relation, on se parle, on voit ce que l'autre veut, ce que moi je veux, puis je mets pas... Je dis ravaler les choses. Je dirais pas que des jeunes enfants, ça me dérange pas quand ça me dérange. Je dirais pas que quelqu'un qui fume du cannabis, j'aime ça, j'aime pas ça. Quelqu'un qui abuse d'alcool, j'aime pas ça. Puis moi, je suis sobre, puis je fume pas la cigarette, puis je me drogue pas, puis j'ai un mode de vie sain, fait que j'espère rencontrer quelqu'un. Mais avant ça, je me disais, bon, elle est belle, elle a le grand cœur, elle fume la cigarette, arrête donc de faire ton chialeux, c'est pas... Elle va peut-être arrêter. Elle va peut-être arrêter à un moment donné. Le but d'essayer de la changer, mais c'est pas ça. Là. On peut pas faire ça. Fait que maintenant, j'ai pas peur de nommer les choses. Fait que
on part sur des bases plus solides. Mhm. On part sur une relation qui est franche. Puis si la personne, elle a absolument le droit aussi de ne pas accepter ce que toi, tu demandes. Exact. Si elle a des jeunes enfants, ben, elle ne peut pas les enfermer là, Mm. pour te faire plaisir. Là. Sa réalité, c'est ça. Mm. Bon, mais la relation est impossible parce qu'on n'est pas à la même place tous les deux, mais on n'est pas ni bon ni mauvais. Là. On prend chacun notre chemin. Ben, c'est exactement ça qu'on discutait tantôt quand je te disais, tu sais, le point, c'est pas qui a raison, qui a Non. tort. Les deux personnes sont différentes, ont des besoins différents, ont des limites différentes aussi. Mm. Ils ont des niveaux d'intelligence émotionnelle qui sont différents. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, il y en a que... Il y a une question de valeur, il y a une question d'objectif de vie aussi. Puis c'est pas qui a raison, qui a tort. C'est juste, ben moi, c'est ça, toi, c'est ça. Mais quand c'est pas compatible, c'est pas compatible. Ça fait pas de l'autre personne une mauvaise personne ou c'est juste qu'à un moment donné, quand tu as fait le point sur ce que tu veux dans la vie, ce que tu recherches, puis de le nommer clairement, ça t'amène à ce type de conclusion-là. Nécessairement. Tu n'es plus dans des relations où tu fais semblant, tu acceptes des choses qui te dérangent, puis qu'à un moment donné, tu exploses. La différence, c'est que là, tu veux être heureux Tu vas plutôt être heureux. que juste être en relation. Exact. Pour Oui, être en Exactement. c'est relation. bien dit. Tu veux être Oui. bien. Ça peut être les relations amicales aussi, hein, parce que souvent, Oh que oui. dans les relations amicales, les limites ne sont pas établies. Mhm. Puis moi, dernièrement, j'ai dû mettre mes limites Mhm. avec des personnes qui étaient énergivores. Mhm. Puis j'étais tanné de les entendre, puis j'ai encore une fois trop toléré. Mais là, j'ai Mhm. mis mes limites. Mais des fois, des amis de longue date, on tolère Mhm. plus, on n'est pas dans les... Mhm. Mhm. Fait Tout que à fait. c'est tout ça qu'il y a à faire. C'est un travail à tous les jours. Oui. Le développement personnel, c'est un triathlon. On l'avait dit Ouais, au début. un Hein? triathlon. Au début, on a dit un Un marathon. Ouais. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis j'ai un de mes amis qui m'a remis à l'ordre puis qui me dit « Hey, MC, Plus c'est pas un marathon, c'est plus un triathlon. Oui, effectivement. Effectivement. » Hey, merci infiniment, Mathieu. Ça a Mathieu. été un plaisir. Ce n'est qu'un début. Merci. Je pense qu'on va aller loin. On va aller loin avec ça. Laurie, as-tu quelque chose à ajouter? Non, Non. je trouve ça vraiment C'est fun inspirant, pour hein? les gars et pour Oui. les filles, ce genre d'épisode-là. Fait Ouais, que je suis tout à vraiment fait. contente. Merci. Bon, ben on vous souhaite une bonne semaine à tous et on se revoit jeudi pour mon épisode solo.